Bienvenue à La santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Passion breeds success. Hard work pays off. Il faut que les bottines suivent les babines. Telles sont les devises de mon invité de cette semaine, Dr Sébastien Fournier, PhD, docteur en neurobiologie et neurophysiologiste. Sébastien a étudié au Québec, en France et aux États-Unis. Il est également entrepreneur puisqu'il a fondé en 2018 Rempart Neurophysiologie, dont il est le président. Sébastien est un spécialiste du neuromonitoring péropératoire, une technique qui permet de réduire les risques de complications post-opératoires lors des chirurgies du système nerveux. Un entretien qui permet d'en apprendre plus sur un domaine mal connu et qui sait, peut-être donner le goût à de jeunes scientifiques en puissance d'étudier dans ce domaine. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Sébastien, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir. Merci, salut. Alors, ça doit faire 6 à 12 mois qu'on est supposé se rencontrer, puis on est trop occupés. Écoute, j'ai l'impression de te connaître. C'est la première fois qu'on se voit en présentiel. Fantastique, le courant passe. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation du balado La santé au-delà des mots. Comme je te disais tout à l'heure, là, je sors de ma zone de confort. Je suis en train de lire un livre de Dr David Fortin, qui est neurochirurgien à Sherbrooke. Donc, j'en sais un petit peu plus que la semaine dernière. Mais quand même, c'est tout nouveau pour moi. Donc, on se lance un peu dans l'inconnu. Donc, pour parler de neurobiologie, de neurophysiologie, tu sauras me dire s'il y a une différence, de monitoring intra-opératoire. Donc, on va parler de ça en détail aujourd'hui. J'aimerais que tu me parles un petit peu d'abord, qu'est-ce que la neurobiologie en 2023 pour monsieur, madame, tout le monde? Ben, on va distinguer la neurobiologie de la neurophysiologie. Excellent. C'est deux choses différentes. OK. Essentiellement, la neurobiologie, je dirais que c'est une branche qui est plus recherche. OK. Donc, c'est vraiment l'étude du cerveau, des systèmes nerveux. C'est dans une branche comme celle-là qu'on va pouvoir focaliser sur des maladies précises, puis sur les mécanismes d'action de ces maladies-là. Donc, par exemple, le Parkinson, la démence, l'Alzheimer. Donc, c'est vraiment dans l'étude de la neurobiologie, dans cette branche-là, qu'on va pouvoir vraiment focaliser puis gratter profond dans tous ces mécanismes-là. En contrepartie, la neurophysiologie ou la neurophysiologie clinique, c'est l'application de l'électrophysiologie à la neurologie. Donc, c'est davantage une branche clinique. Il y a évidemment de la recherche qui se fait en neurophysiologie, mais c'est une branche qui va être davantage consacrée à l'étude du système nerveux, mais par l'enregistrement de l'activité bioélectrique. OK. Ça, l'activité bioélectrique, c'est ce qui est généré naturellement dans le corps humain. C'est les petits courants électriques. Donc, dans le cerveau, on le connaît sous forme d'électroencéphalographie. Les nerfs produisent des courants électriques également. On peut le faire donc, cet enregistrement d'activité bioélectrique-là se fait de façon spontanée. On fait juste écouter, on fait juste regarder les signaux passer, ou on peut aussi les induire par stimulation électrique. C'est ce qu'on va appeler un potentiel évoqué. Okay. Donc, on va induire un potentiel d'action au niveau des neurones, puis on va enregistrer la volée afférente. On peut, j'imagine, enregistrer la réponse comme la non-réponse. Exactement. Dans certains cas, l'absence de réponse va témoigner aussi d'une maladie ou d'un problème. Tout à fait.
Puis l'absence de réponse, dans le jargon, on appellerait ça de l'isoélectricité. OK. Donc, une absence d'électricité. Alors toi, es-tu plus un électricien finalement ou un scientifique? Mais c'est drôle parce que je m'associe souvent à ça. Tu sais, des fois, tu me l'as dit tout à l'heure, mon domaine est méconnu, donc je me dois de l'expliquer souvent. Ça fait partie de mon quotidien, puis à différentes personnes, autant dans le domaine médical que non médical. Puis l'une des analogies que j'utilise souvent, c'est celle-là. C'est que je suis un peu un électricien du corps humain. Au même titre que l'électricien, on fait des tests pour identifier où se trouvent les fils électriques. Donc, si on a un mur et on ne sait pas le fil, il passe par où, ben on va faire certains tests électriques. C'est un peu la même chose qu'on fait. Grossièrement. Pourquoi ce choix de carrière en neurophysiologie ou neurobiologie? Donc, là, je comprends, on parlait des deux. Toi, est-ce que je considère que tu touches aux deux ou on est vraiment plus neurophysiologie? Oui, aujourd'hui, je suis vraiment purement clinique. D'accord. J'essaie de m'impliquer dans de la recherche. On a des collaborations. C'est sûr qu'on essaie. J'adore ça. Tu sais, je proviens d'un background recherche, donc scientifique pur, mais évidemment que le plan de carrière, le choix de carrière m'a mené vers de beaucoup plus clinique. Donc aujourd'hui, c'est une pratique clinique à 99%. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans par rapport... Je pense à ton domaine, puis je peux tout de suite faire des liens peut-être avec la neurologie, avec la neurochirurgie, peut-être à certains égards avec l'orthopédie spinale. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce volet-là bien spécifique, peu connu? J'imagine que lorsqu'on est en secondaire 2-3, on ne dit pas, moi, je vais être neurophysiologiste. Non, en fait, grosso modo, depuis que je suis tout jeune, Jean-Pierre, j'ai toujours voulu être médecin. Je pense que depuis que j'ai l'âge de 6 ans, la médecine m'a toujours intéressé. Et plus tard, c'est vraiment le cerveau et l'étude du cerveau qui a pris le dessus. Puis, je me voyais mal faire autre chose qui n'aurait pas été en lien avec le cerveau. Donc, de façon générale, ça a vraiment été le cerveau puis les capacités infinies du cerveau qui m'ont attiré vers ça. Fait que ça, je dirais que c'est la façon, la motivation globale d'être dans ce domaine-là. Pourquoi le cerveau, puis pourquoi une attirance vers ça? J'ai toujours eu une curiosité pour le cerveau, puis j'ai toujours une curiosité scientifique et médicale. Puis je le savais que le cerveau, cet organe-là, je ne verrais jamais le bout de sa compréhension. Je ne verrais jamais le bout de ses capacités. Donc, je savais que ma soif de connaissance dans le domaine scientifique, médical, serait jamais rassasiée avec l'étude du cerveau. Je savais que je finirais toujours par découvrir d'autres choses, en apprendre davantage. C'est drôle, parce que ça fait maintenant 10 ans que je pratique, puis plus ma carrière avance, plus on développe une expertise dans ce domaine-là, peut-être que tu partages le même sentiment. Et on dirait que moins qu'on en connaît, plus il en reste à comprendre puis à connaître. Puis c'est un peu le sentiment que j'ai avec le cerveau. C'est plus j'en apprends sur le cerveau, plus on dirait qu'il m'en reste à apprendre. On prend conscience de des choses qu'on ne connaît pas finalement. En ouvrant certaines portes, on réalise qu'il y a des portes fermées qu'on n'aurait jamais vues si on n'avait pas ouvert la première porte. C'est un peu ça. On devient conscient de notre incompétence à certains égards. Mais c'est une façon de progresser. Je le vois comme ça aussi. C'est une marque aussi d'intérêt intellectuel, je pense, à long terme, de conserver ça. Sinon, on se referme. Puis, je suis d'accord. Je pense qu'il y a une certaine, où je vais en venir, c'est que je pense qu'il y a une certaine humilité naturelle en travaillant avec le cerveau. C'est qu'il est plus fort que nous. Tout à fait. On ne réussira jamais à ouvrir complètement sa voûte. C'est un univers encore très méconnu, selon moi. Écoute, ça met la porte ou ça ouvre la porte à la prochaine question. On va représenter de façon schématique les connaissances du cerveau sur une période d'1 an. Donc, on aurait commencé le 1er janvier lorsque les premiers scientifiques ont pu simplement peut-être disséquer un cerveau il y a des centaines ou des milliers d'années. Puis le 31 décembre, on aurait une connaissance complète du fonctionnement cérébral complète. Donc, on pourrait imaginer qu'on se projette
on sait tout. Quelle serait la date aujourd'hui, selon toi? C'est une bonne question. Je vais te répondre. Je vais te répondre le 20 avril. OK. Parce que c'est ma date de naissance. D'accord. Mais, donc, au tiers de l'année. Au tiers de l'année. OK. Mais encore là, je vais demeurer, c'est très subjectif. Comme je disais tout à l'heure, moi, mon domaine englobe beaucoup de choses par rapport au cerveau, par rapport au corps humain, par rapport au système nerveux. On se doit d'avoir des connaissances assez larges pour faire ce travail-là. Mais si je me mets dans la peau de un scientifique ou un neuroscientifique qui travaille principalement ou exclusivement sur la maladie de Parkinson, pour donner un exemple, c'est sûr que son opinion à elle ou à lui va probablement être différente. Ou sa subjectivité à elle ou à lui va être différente parce que ils sont très focalisés dans un problème très précis ou une maladie très précise et un mécanisme d'action très précis. Donc moi, avec ma vision plus éloignée, reculée, de quelqu'un qui doit connaître plusieurs parties du cerveau à la fois. Et c'est là que je disais tout à l'heure, j'ai le sentiment plus on en apprend, plus il en reste à apprendre. Okay. Comme tu dis, plus on ouvre des portes, plus il y en a d'autres qui apparaissent, des petits tiroirs qui apparaissent, puis c'est tout qu'un coffre-fort. Ce qui veut dire que, comme scientifique, toi, tu considères qu'on ne se rendra jamais au 31 décembre à minuit. Vraisemblablement, la date butoir va toujours être repoussée. Toujours être repoussée. Oui, je pense que ça va être un bug de l'an 2000, perpétuel. Je veux revenir sur ton choix de carrière. Oui. Pour peut-être les parents qui nous écoutent ou les adolescents. Là, tu dis le cerveau m'a toujours fasciné, mais te rappelles-tu un petit peu comment ça a commencé, là, vraiment? À quel âge? Puis qu'est-ce qui t'a attiré? C'est une émission de télé scientifique, une revue? Donc peut-être... Ben, le choix de carrière s'est concrétisé. Hey, là, je ne sais pas combien de temps qu'on a, mais c'est une longue histoire. C'est une longue histoire parce que mon plan de carrière était établi dans ma tête. J'avais au moins ce luxe-là. Hein. Il y a bien des enfants qui ne savent pas où ils s'en vont, mais moi, la destination était connue. Il restait à choisir la route. Okay. Hein? Puis c'est pas toujours des routes droites, c'est des routes sinueuses. Puis bon, la mienne, elle a été, c'est parsemé par les difficultés que tout le monde rencontre. Là. Mon parcours à moi a été différent des autres, mais moi, j'ai toujours été donc dans le domaine des neurosciences. À partir du bac, j'ai fait mon cégep en sciences de la santé, après ça le bac en neuropsychologie, la maîtrise en neurobiologie, c'est là que je suis devenu un peu plus sciences pures, doctorat en neurobiologie également. Et j'ai eu une rencontre qui a fait... tu parles souvent de modèle de rôle, puis il y a une rencontre, moi, qui a fait changer un petit peu mon choix de carrière. Puis je le salue, c'est le docteur Léo Quentin, qui est neurochirurgien à l'Enfant Jésus. Puis j'étais en fin de thèse et j'ai donné je pense qu'on était à la journée de la recherche. J'ai fait une présentation sur mes travaux, puis j'ai gagné le premier prix. Et j'ai rencontré le docteur Quentin qui me disait, comme je disais tout à l'heure, ma thèse de recherche était sur les centres de contrôle respiratoire, donc au niveau du tronc cérébral. Mais il y a une grosse composante, il y avait tout le côté hormonal aussi, neuro-endocrinien, et il y avait une grosse composante d'électrophysiologie dans mon travail. Donc, l'innervation au niveau du diaphragme. Puis, donc, le docteur Quentin, il m'a demandé, je me souviens de la rencontre, il m'a demandé, Sébastien, penses-tu que tu pourrais transposer ce travail-là d'électrophysiologie au niveau de la salle d'opération de neurochirurgie? Instinctivement, je dis, je pense que oui. Je ne le ferai pas, je ne vais pas m'improviser. J'ai dit, j'aurais besoin de formation additionnelle, formation complémentaire, mais sous forme d'un fellowship. Mais j'ai dit oui, je pense que c'est quelque chose que je peux faire. Donc, à ce stade-là, j'ai décidé, j'ai complété mon parcours académique, j'ai décidé de donner une chance à ça, puis de me lancer là-dedans. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un poste à l'hôpital L'Enfant Jésus, donc pour démarrer, complètement développer le programme de neurophysiologie péropératoire à l'hôpital. Et
j'ai eu ça, donc j'ai eu ce poste-là avant même d'avoir défendu ma thèse. Donc, on est en quelle année? Là, on est en 2012. Donc, moi, j'ai commencé à l'été 2012 à l'Enfant Jésus et j'ai défendu ma thèse en décembre 2012. OK. Donc, j'ai été chanceux. Hein, pour cette partie-là, j'ai été chanceux. Ensuite de ça, défendre la thèse, là, on commence activement dans le processus de création de ce programme-là. Complètement embryonnaire à l'époque. En fait, une page blanche. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sauf en recherche, j'imagine. Sauf en recherche. Il y a un petit peu de... Il faut distinguer aussi, dans notre jargon, on appelle ça du neuromonitoring, hein, le monitorage neurophysiologique per-opératoire. Mm-hmm. Donc, cours pour neuromonitoring, si on veut. Le neuromonitoring était connu au Québec avant moi. Ça se faisait essentiellement dans les salles d'orthopédie spinale, justement, et en pédiatrie. Donc, il y a eu un virage à un moment donné ou un consensus par les associations d'orthopédie canadiennes et même à travers le monde que ces chirurgies-là de difformité spinale, de correction de difformité spinale, se devaient d'être faites, d'être conduites sous la guidance, l'assistance de neuromonitoring. Donc, les risques étant assez élevés, mais les risques de complications chez un jeune patient, donc en pédiatrie, le coût associé de devoir soutenir peut-être un patient paralysé, avec un déficit, toute sa vie, ben là, à un moment donné, il y a comme eu je pense qu'il y a eu un petit éclair, là, puis là, tout le monde s'est entendu. Je ne connais pas tout le parcours derrière ça, là, mais ça, c'est bien connu. Donc ça, c'est fait au Canada depuis peut-être même une trentaine d'années. Donc, c'est évident que les modalités n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. On a beaucoup adapté, on a beaucoup évolué pour justement s'adapter aux nouvelles techniques chirurgicales. Mais ça existait déjà avant mon arrivée, mais pas en neurochirurgie. Donc, c'était très, très focalisé et limité à l'orthopédie spinale. Alors, moi, j'arrive et là, c'est pour travailler presque exclusivement avec le département de neurochirurgie. En fait, je travaille avec 15 neurochirurgiens, 4 orthopédistes spinaux et 2 otorhinolaryngologistes. Donc, ça faisait du monde. On a développé le programme. Évidemment, tu le sais, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il faut monter les devis. Il faut établir les budgets, il faut acheter l'appareil, il faut avoir un contrat de service de fourniture. Et tout ça, je le savais que ça allait prendre un certain temps et c'est là qu'on a mis ça en branle. J'ai comme établi la paperasse. Et là, après ça, j'ai dit, c'est le temps que vous me libériez, puis je m'en vais en fellow. OK. Donc là, je suis parti en fellow à l'été 2013. Je suis allé à l'Université de Pittsburgh Medical Center, UPMC, qui sont très forts, sinon l'un des meilleurs centres spécialisés en neurophysiologie per-opératoire pour la neurochirurgie. Donc, neurochirurgie, là, on s'entend, c'est cerveau, base du crâne, nerfs périphériques, moelle épinière, etc. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait un fellow de 6 mois, je suis revenu à la fin de l'année, début de l'autre année. Et là, voilà, c'était le lancement officiel. On a eu l'équipement, je pense, pas longtemps après, en début 2014, puis c'était le lancement officiel de ce programme-là. Maintenant, qu'est-ce qui a concrétisé, pour revenir à ta question originale, qu'est-ce qui a concrétisé mon choix de carrière? Je pense que le fait d'avoir vu et compris comment est-ce qu'on pouvait faire une différence, comment est-ce que ma profession pouvait faire une différence en chirurgie. Je donne un exemple. Moi, on me fait beaucoup venir. Tu sais, aujourd'hui, je suis un consultant, j'ai quitté l'Enfant Jésus. Mais donc, ceux qui me sollicitent, ceux qui m'envoient des requêtes en neuromonitoring, c'est souvent pour des chirurgies qui ont de très, très fortes indications pour du neuromonitoring, mais qui ont aussi de très, très hautes incidences ou risques de complications neurologiques. Donc, c'est normal pour moi de voir ou d'assister à une chirurgie qui va avoir un taux de complications de l'ordre de 40-50%. Et mon rôle à moi, c'est de mitiger ces risques de complications neurologiques-là. Et je touche du bois parce que ça fait maintenant 10 ans que je pratique, presque 4000 cas monitorés, puis j'ai encore un taux de complications en deçà de 1%. Quand même. Donc, c'est pas banal. On l'enlève pas, on le coupe pas de moitié, on l'enlève de 99%. Donc ça, quand j'ai vu l'impact que mon service pouvait avoir sur non seulement la qualité de vie des patients,
mais aussi sur tout le côté économique de la chose. On n'en parle pas beaucoup, mais un patient qui a tout de suite le résultat chirurgical parfait ou optimal ne reviendra pas pour une deuxième chirurgie ou une troisième chirurgie. Si c'est un patient qui se réveille sans complications neurologiques, sans déficit, c'est un patient qui va s'en aller aux soins inter au lieu de s'en aller aux soins intensifs. C'est un patient qui, au lieu de passer 3 mois, 6 mois en réadaptation physique, va être retourné à la maison dans le délai prescrit, retourner au travail, va contribuer à la société. Alors, tout ça a des impacts, je pense, a un impact important, significatif sur la trajectoire de soins des patients. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale, vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Avant de passer, je veux revenir, mais encore une fois, je trouve ça très fascinant, un choix de carrière quand même comme ça, vraiment puissant. C'est vraiment l'adolescence, la fin de l'enfance. Parce que je lisais le livre de David Fortin, puis il expliquait que lui, c'est venu tôt, là. Je pense qu'il regardait quasiment des bandes dessinées, des choses, des petits magazines où il s'est dit, c'est le cerveau m'attire. Toi, là, te rappelles-tu la première fois que tu t'es dit, tu parlais tout à l'heure de cette attirance pour le cerveau? As-tu un souvenir ou c'est flou? Écoute, pour le cerveau lui-même, c'est assez flou. Okay. Pour le domaine médical, écoute, ma mère m'a déjà relaté que j'ai déjà dit au médecin de famille de la petite paroisse chez nous, Dr Lafleur, un jour, c'est moi qui vais prendre votre place. Okay. Donc, ça... Depuis toujours. Oui, ça, le domaine médical, ça m'a toujours attiré. De faire ce que je fais aujourd'hui, c'est fascinant, c'est palpitant. J'aurais pu reprendre une autre tangente, j'aurais pu retourner sur les bancs d'école, j'aurais pu... toutes ces réponses. Mais je le sais que de faire ça me ramènerait dans mon siège actuel. Ouais. Tu sais, je le ferais pour revenir m'asseoir ici, peut-être avec un peu plus de pouvoir, mais au final, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Cette division-là de la neurophysiologie, cette nouvelle branche-là, cette nouvelle spécialité-là en chirurgie, je pense que ça regroupait beaucoup de mes intérêts en médecine. J'avais adoré faire de la chirurgie dans mes stages, j'avais adoré l'anatomie, le laboratoire de dissection. Toutes ces choses-là étaient des choses qui m'attiraient vraiment beaucoup. Alors, je pense que cette branche-là, c'était le regroupement de toutes ces passions-là. Avoir eu à choisir, j'aurais probablement pas pu. Et là, ça les réunit toutes. Quand est-ce que Rempart Neurophysiologie vient se greffer à ton projet de carrière et en même temps, qu'est-ce que Rempart Neurophysiologie? C'est une bonne question. Rempart Neurophysiologie, c'est présentement 3 personnes. Je travaille avec 2 technologues en électrophysiologie médicale, Julie et Geneviève, qui travaillent avec moi à temps plein et à temps plein en salle d'opération. Rempart Neurophysiologie, c'est à la base, par définition,
C'est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques qui est destinée aux hôpitaux ou encore aux cliniques privées. Donc, notre service principal, c'est le monitorage neurophysiologique péropératoire. C'est celui dans lequel moi, je me suis spécialisé, mais on a aussi d'autres services. Rempart vient... c'est drôle parce que moi, je viens de la ville de Québec, comme toi. On connaît les remparts de Québec. Ah, mais ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas ça. Mais on connaît les remparts, le mur, le mur de protection autour du château Frontenac. Alors, l'inspiration vient de là. C'est un clin d'œil à ma ville natale. Et en même temps, on fait de la neuroprotection. Donc, on protège le cerveau, le système nerveux. On protège les patients. Donc, d'où le nom Rempart. Mais voilà, donc Rempart Neurophysiologie, c'est une entité maintenant, c'est ma pratique essentiellement à moi, mais c'est une compagnie qui vise à offrir ce service-là à plus grande échelle. Donc, plutôt que d'être, je ne veux pas dire limité, mais d'être assigné ou attitré à un seul hôpital ou clinique, j'avais comme objectif, comme projet, de le rendre accessible à plus grande échelle. Donc, de promouvoir cette spécialité-là, d'en faire profiter plus de patients, plus de chirurgiens. Donc, c'est parti de loin, mais essentiellement, c'est ça, Rempart. Donc, Rempart, là, entre, disons, l'Enfant Jésus, j'étais à l'Enfant Jésus, comme on disait tout à l'heure, de 2012 à 2017. Ensuite de ça, j'ai quitté pour San Francisco, donc l'Université de la Californie à San Francisco. Moi, j'avais fait mon fellow comme je dis, spécialisé en neurochirurgie. À Pittsburgh, mais il y avait ce groupe-là à UCSF qui était très spécialisé dans les différentes approches d'orthopédie spinale pour les corrections de difformité. Donc, les gros cas, là, que ce soit par approche antérieure, approche latérale, les X-Lift, etc. Donc, ça, c'était encore très nouveau pour nous. Puis j'avais un désir là, d'aller apprendre, d'aller me peaufiner, puis parfaire mes connaissances, surtout en orthopédie spinale. Fait que c'était un choix, quand j'ai eu l'invitation là-bas, c'était un choix naturel. Donc j'ai fait 2 ans à San Francisco. Ensuite de ça, j'ai eu une autre rencontre avec un collègue lors d'un congrès. Puis j'ai parlé de mon projet de Rempart. Rempart était sur la table de dessin depuis longtemps, depuis 2014 environ. J'ai parlé de ce projet-là, puis il y avait un même projet, lui, c'est quelqu'un qui venait de New York, un même projet similaire, mais de développer une compagnie comme ça qui allait desservir la Nouvelle-Angleterre, donc le nord Nord-Atlantique, etc. Fait que j'ai dit, Colin, on pourrait se rejoindre à mi-chemin, puis bon an, mal an, on en est venu qu'à démarrer ensemble une compagnie aux États-Unis qui s'appelle Peak Neurophysiologie. Donc, j'ai fait ça de 2017-2018 alors que j'étais encore à San Francisco. Ultimement, je suis revenu. Mais donc, fait le démarrage de la compagnie en 2018 jusqu'en 2019. 2019, c'était le moment, c'était vraiment la période de lancement de Rempart. Donc, c'était de s'inspirer de ce modèle-là, puis d'essayer de le rendre accessible ici au Québec. Bien sûr, avec ses défis, parce que on n'est pas du tout au même, notre système de santé. Pas le même modèle du tout. Pas le même modèle du tout. Puis d'ailleurs, je peux le dire à la blague, mais plusieurs ont tenté de me décourager là-dedans. J'ai beaucoup d'amis dans le système, des amis médecins qui ont dit, tu sais, Sébastien, j'avais un petit projet de clinique de conduction nerveuse, EMG, assister ces cliniques, c'est un autre service qu'on offre, mais assister les cliniques, les hôpitaux là-dedans. Puis il me disait, tu sais, ton petit projet de conduction nerveuse, il n'y a pas de souci, tu vas trouver de la place là-dedans, mais ton projet de salle d'op, là, d'offrir des services privés dans une institution publique, payée par des fonds publics, il a dit, je ne sais pas comment ça va marcher, mais bonne chance, bonne chance. Puis on est là 5 ans plus tard, puis ça fonctionne, et il y a un engouement pour ça, il y a un intérêt pour ça. Donc, on a une croissance continue à toutes les années. Unique Média, une agence de conception web et vidéo innovante, vous offre une gamme complète de services sous un même toit.
Que ce soit pour créer un site web, lui donner une toute nouvelle vie avec une refonte, produire une vidéo corporative de premier plan ou concevoir un projet de motion design qui en met plein la vue, l'équipe d'Unique est là pour transformer votre vision en réalité. Pour découvrir l'ensemble de nos services et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons concrétiser votre vision, visitez notre site web à uniquemedia.ca, unikmedia.ca. Ben, tu parlais de modèle privé-public. Donc, le modèle d'affaires, finalement, toi, c'est à la pièce, c'est un contrat annuel avec l'institution? Ben, ça peut être les deux. OK. Ça peut être les deux. Donc, il y a des centres. En fait, la beauté de la chose, c'est qu'on couvre un très, très grand territoire. Donc, ça facilite l'accessibilité à ce service-là pour des petits hôpitaux régionaux, disons. Okay. Je donne un exemple, on est à l'hôpital de Chicoutimi. Donc, l'hôpital de Chicoutimi n'a pas un besoin régulier, il va avoir un besoin sporadique pour des cas très précis. Et là, ils vont nous appeler, on va se déplacer, on va aller faire le cas, donc à la carte, à l'unité, comme ça. Avec tes 2 employés? Ou... Oui. Ou souvent, vous êtes 3, souvent. C'est okay, ça. Quand même. Donc, on a 3 équipes qui peuvent travailler en même temps. Moi, je suis toujours connecté à distance par ce qu'on appelle par télémédecine, mais ça, c'est quelque chose qui a été développé dans notre domaine depuis très, très longtemps. Donc, on a découvert la télémédecine, nous, avec la COVID, avec d'autres choses, mais pour nous, c'est quelque chose qu'on utilise. On parle de télémédecine, mais pas de consultation de patients à distance, mais plutôt d'une connexion directe avec moi, l'écran de mes technologues à distance. Donc, je vois les signaux, l'acquisition des signaux comme si j'étais dans la salle d'op. Okay. On a un système de clavardage, donc on peut s'échanger, on peut se partager nos impressions des signaux. Est-ce qu'on est à un stade où on devrait alerter le chirurgien ou est-ce qu'on est correct? Quelle correction on peut apporter? Donc, on a cette communication-là en continu pendant toute la chirurgie. Que je sois en présentiel ou non, on a ce modèle-là maintenant qu'on a développé pour justement permettre encore plus d'accessibilité au service. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple peut-être simple, si c'est possible, là, de comment ça se passe? Disons, là, je vais avoir une chirurgie pour enlever une tumeur au niveau cérébral. J'imagine que le chirurgien va commencer. Avant que le crâne soit ouvert, toi, tu ne fais rien ou ça a commencé avant? Puis là, tu vas planter des électrodes. Là, j'essaie de voir un peu... si ça s'explique, évidemment, on ne peut pas faire de dessin, là. On est limité par le modèle du balado, mais... Mais en fait, c'est carrément ça. Okay. On se connecte littéralement au patient, hein, parce qu'on récupère, on récolte de l'activité électrique. Dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, les signaux bioélectriques. Donc, pour ce faire, il faut littéralement se connecter au patient. Pour ce faire, on utilise, moi j'aime bien les petites aiguilles sous-dermiques qu'on va placer à des endroits évidemment stratégiques. Ça, c'est fait en passant pendant que les patients sont anesthésiés, sous anesthésie générale. Donc les patients ne sont pas conscients de ça et pas du tout. On travaille souvent en collaboration avec les anesthésistes. Donc pendant qu'eux, ils font leur préparation, l'intubation du patient, nous on commence, on fait le nettoyage. On place nos électrodes, comme je disais, à des endroits stratégiques, que ce soit... Sur la peau? Ouais, ben c'est sous-dermique, donc c'est tout juste en dessous de pas la nécessairement peau. Dans le cerveau, donc. Pas directement dans le cerveau, pas là, pas à cette partie-ci. D'accord, Parfois, on le fait, placer des électrodes sur le cerveau ou dans le cerveau, mais je te dirais que grosso modo, là, ce qui couvre 90% de nos chirurgies, si c'est une chirurgie à la base du crâne ou au crâne... je pourrais peut-être donner quelques exemples tout à l'heure d'applications où est-ce que là, on va vraiment plus avoir les mains dans le cerveau ou mettre des électrodes dans le cerveau. Mais je dirais que, de règle générale, là, 90% du temps, c'est des petites électrodes sous-dermiques qui sont reliées à un câble qui va être connecté à notre appareil. Tout ça est donc transposé dans un logiciel d'acquisition de données et de stimulation. Donc là, on voit l'acquisition et bien sûr, il y a un panoplie de paramètres, de filtres qu'on ajuste pour amplifier ces signaux-là, hein, parce que les tout petits signaux bioélectriques, on ne les voit pas à l'œil nu, il faut les amplifier des milliers de fois.
Donc, on fait ça et chaque patient a son propre contrôle. Donc, c'est la beauté de la chose. On ne se fie pas à des chartes, on se fie au propre patient. Donc, aussitôt que le patient est complètement branché, disons-le comme ça, nous, on commence la collecte de données, de signaux bioélectriques, de nos différentes modalités. Parce que ce qui fait la beauté de ce travail-là, de cette spécialité-là, c'est que on travaille en multimodalité. On fait du multimodalitaire. Donc, peut-être qu'une modalité, disons qu'on a une chirurgie à la base du crâne, bon, on a une modalité qui va peut-être être sensible aux atteintes mécaniques des nerfs crâniens. Et on a une autre modalité qui ne le sera pas du tout sensible ni spécifique à ces atteintes-là. Mais lorsqu'on les combine, ben là, on finit par avoir une sensibilité et une spécificité de notre montage électrophysiologique de l'ordre d'environ 98%, qui va détecter à peu près toutes les insultes possibles, que ce soit mécanique sur les nerfs, que ce soit vasculaire, que ce soit autre. C'est en faisant ce montage multimodalitaire-là qu'on y arrive. C'est comme s'il y avait plusieurs couches de sécurité, finalement, pour s'assurer de capter toute anomalie ou toute blessure ou toute menace. C'est comme si on ajoutait des caméras à notre système de sécurité. Okay. On ne veut pas qu'il y ait d'angle mort. Si on met des caméras autour d'une maison, ben là, hop, il y a un angle mort entre tel coin et tel coin. C'est une chose que moi, j'aime pas. Okay. Dans mon rôle de neuroprotection, je veux avoir tous les outils dans ma boîte d'outils pour pas manquer, pour pas avoir d'angle mort. Okay. Tu comprends? Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'on fait. On a des caméras installées partout, puis chaque caméra va être plus spécifique. Une caméra va être spécifique à la piscine, à la cour arrière. Mm-hmm. L'autre caméra va être plus spécifique à la porte d'entrée. Tu comprends? Mm-hmm. L'autre va être spécifique aux voitures dans l'entrée. Donc, c'est ça notre rôle. Et vulgariser comme ça, c'est un peu ça notre rôle. Et là, ben, c'est une fois qu'on a tous ces plans d'angle-là et ces plans de caméra-là, ben là, on est capable d'interpréter les différents changements de signaux bioélectriques et d'assigner à chacun les changements ou de comprendre les changements de chacun, puis d'en arriver avec une liste de causes. Hein. Si on a un changement sur une modalité, ben pourquoi on l'a? C'est quoi la liste de causes? Si on l'a sur plusieurs modalités, OK, ben là, il y a des choses qui s'entrecroisent. Et là, ça nous amène ailleurs dans notre diagnostic, si on veut. Tu parlais du travail avec l'anesthésiste. Ça m'amenait à demander, est-ce que, c'est peut-être trop technique, mais est-ce que le fait d'être sous anesthésie générale, donc avec les médications, est-ce que ça a un impact sur les lectures que tu fais ou le cerveau est immun à la médication anesthésique? Non, malheureusement non. Le cerveau est très vulnérable à différents agents anesthésiologiques. Les nerfs aussi. Mm-hmm. Les jonctions neuromusculaires sont très vulnérables à différents agents anesthésiologiques. Alors, c'est réellement un travail de collaboration. Nous, notre rôle, quand on rentre dans une salle d'opération, évidemment, on a reçu une requête d'un chirurgien qui veut nous avoir, mais on ne peut pas y arriver si on n'a pas la pleine collaboration du reste de l'équipe. Le reste de l'équipe, entre autres, ce qui vient tout de suite en second, c'est vraiment l'anesthésiste. Donc, mais ça, c'est connu. Je donne un exemple, les halogénés, les agents volatiles, les gaz, c'est des agents qui vont nuire beaucoup à la collecte de données des fonctions motrices, par exemple. C'est des agents qui vont embellir des signaux sensitifs, somesthésiques, mais qui vont être très délétères pour la collecte d'informations des fonctions motrices. Mm-hmm. Donc, pourquoi? Ben parce que ça s'accumule, et tout ça, c'est évidemment bien documenté, mais ça s'accumule surtout au niveau des jonctions neuromusculaires, les racines ventrales, et aussi au niveau du cerveau, si on a un patient qui est beaucoup trop profond. On parlait tantôt d'isoélectricité, ben c'est évident que si les motoneurones sont inactives ou artificiellement inhibées, ben il n'y a pas grand-chose que nous, on puisse faire. On ne peut pas les dépolariser. Mais à partir du moment où c'est quelque chose qui est connu, vous êtes capable de le gérer. Tout à fait. Es-tu exposé parce que, par exemple, il y a des nouveaux médicaments qui sortent en anesthésie? Est-ce que c'est quelque chose qui est tout le temps un petit peu derrière
Que tu as derrière la tête de Toujours. dire, là, là, tu ne serais pas au courant, il y a une nouvelle molécule pour paralyser le patient, puis toujours. Il faut que tu sois mis au courant de ça. Là, s'il y a une nouvelle molécule qui est introduite, puis... c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, c'est réellement ce qui m'a attiré dans ce travail-là, parce que je peux pas juste me concentrer à mes connaissances sur le cerveau, le système nerveux, les systèmes nerveux. Il y a tellement d'autres facteurs connexes qui influencent mon travail, qui influencent l'acquisition de ces signaux-là, qu'il faut constamment qu'on soit au parfum de ce qui sort dans la littérature, des nouveautés. Parfois, c'est trop récent. Là, quelqu'un l'essaie, donc c'est encore un peu expérimental. Nous, on le sait pas. Donc, on l'apprend, on voit un peu son mécanisme d'action en même temps que l'anesthésiologiste, hein? Où l'anesthésiologiste pense qu'il rend service au patient pour X, Y, Z raison, mais on se rend compte qu'il y a finalement un impact sur l'électrophysiologie, sur les signaux. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de communication. Et pendant un cas typique, une chirurgie typique, il y a beaucoup de communication qui se fait justement entre l'anesthésiste et moi-même, mon équipe. Je dirais que 90% de ce qu'on fait comme, je vais le dire en anglais, là, de troubleshooting, où on essaye d'éliminer des causes, hein, des causes de changement de signaux, on se tourne... c'est facile à voir. On le voit quand c'est un agent anesthésiologique. On le voit quand c'est systémique versus quelque chose de très défini, très pointu ou très focalisé sur une structure nerveuse en particulier. Donc, des fois, on va se tourner vers l'anesthésiologiste et dire « Hey, avez-vous donné un bolus? Avez-vous changé le régime anesthésiologique? » etc., etc. Donc, c'est pas toujours évident pour les anesthésiologistes. Ceux qui vont écouter le podcast, on s'en excuse d'avance. Mais c'est pas nous qui sont capricieux, mais c'est l'électrophysiologie. C'est le cerveau qui est maître. C'est ça, c'est lui qui est capricieux. Alors, mais quand on a un beau travail de collaboration, c'est de toute beauté ce qu'on arrive à accomplir ensemble. On prend une courte pause. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Sébastien, la division du cerveau en zones, comme on l'imagine, comme moi je l'ai apprise, c'est la portion frontale, c'est les émotions, le contrôle, le cerveau est le langage est à un endroit, l'audition. C'est encore un modèle qui est valide ou on est plus dans plus d'interrelation entre les zones? Je ne sais pas si c'est une bonne question, si elle est pertinente ou... Oui, oui, c'est une bonne question. Puis la réponse est oui, c'est encore d'actualité. OK. Oui, on divise encore le cerveau en zones. Je dirais que dans les dernières années, il y a différentes écoles de pensée. Des fois, il y en a qui vont sortir publiquement pour dire, je donne un exemple, l'aire de Broca, c'est de la foutaise. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que l'aire de Broca? Bon, l'aire de Broca, c'est une aire associée au langage. On a l'aire de Wernicke qui va contribuer à la compréhension du langage. Et donc, parce que les problèmes de langage, problèmes langagiers, peuvent être associés à deux choses, disons deux grosses catégories. Je ne suis pas un spécialiste en langage, là, je vais te donner ma définition à moi. Donc, on peut avoir des difficultés langagières parce qu'on ne comprend pas la question correctement, ou on peut avoir des difficultés langagières parce qu'on n'arrive pas à générer le langage. Et ça, Wernicke ou Broca. Voilà. Ça serait Broca. Tu me ramènes dans les années 90.
Mais c'est fou parce que, écoute, là, je peux t'amener ailleurs, mais tu connais peut-être Penfield, Walter Penfield, qui est à l'origine de l'Institut... Chirurgien de Montréal. Chirurgien de Montréal. Neurochirurgien. Neurochirurgien à l'origine de McGill, l'Institut neurologique de Montréal, à McGill. Et Walter Penfield a été le premier neurochirurgien, à utiliser la stimulation électrique chez un cerveau humain. Donc, lui, c'était fait pour des choses très précises jadis. C'était pour déterminer des foyers épileptiques. Donc, il en a fait une carrière. Mais il a aussi développé un outil visuel qu'on connaît encore très bien qui s'appelle l'homoncule ou l'homonculus de Penfield. Et ça, ça l'identifie des zones éloquentes dans le cerveau, que ce soit motrices, des zones motrices ou des zones sensitives. Jean-Pierre, moi, j'utilise ça encore à tous les jours. OK. À tous les jours, parce que notre travail est basé là-dessus. Lorsqu'on a une chirurgie crânienne et qu'on veut cartographier ces zones-là, que ce soit la zone du langage, que ce soit une zone motrice, c'est basé sur le fameux homoncule de Penfield. Donc, nos électrodes vont être placées en fonction d'où on sait de nos repères anatomiques pour les fonctions motrices. Et là, on les sous-catégorise. Ça peut être les fonctions motrices pour les membres inférieurs, fonctions motrices pour le visage, fonctions motrices pour le membre supérieur. Donc, c'est super important. Donc, écoute, c'est des recherches faites il y a plus de 100 ans, puis nos travaux s'appuient encore aujourd'hui là-dessus. Là. J'imagine que ça permet de prévoir ou d'expliquer aux patients les déficits attendus. Parce que tu parlais de complications tout à l'heure, mais j'imagine qu'il y a certains déficits qui ne sont pas considérés comme des complications. Ça fait partie du traitement d'enlever une tumeur dans une zone du cerveau qui a une fonction définie. La fonction va être atteinte ou disparaître. Tout à fait. C'est pas là qu'on parle d'une complication. La complication, ce serait de perdre une autre fonction qui est en marge ou à la frontière de la zone opérée. Si je résume un peu, ou si je comprends. Oui, une complication pourrait être, disons, un déficit qui n'a pas été détecté par la neurophysiologie. Hein. Mm-hmm. Peut-être qu'on n'était pas là du tout. C'est ça. Peut-être que c'est pas ça qu'on monitorait, puis il y a eu un autre type de déficit ou un autre type de complication, mais nous, c'était pas ça qu'on regardait. Mm-hmm. Donc, c'était pas là notre mandat. Donc, ça aussi, c'est possible, tout à fait. Mais effectivement, on va pouvoir en déduire beaucoup de choses par rapport à ces zones-là. Donc, si on sait qu'on a une atteinte dans certaines zones, on a une pas pire idée de ce qui va arriver comme pronostic. Est-ce qu'on est capable d'identifier une zone du cerveau qui est la plus importante ou la plus fragile ou globalement le tissu cérébral a la même résilience un peu partout, disons, ou la même insulte au niveau du cortex qu'au niveau du tronc? Non, le cortex n'est pas résilient pareil partout. Okay. Je suis peut-être pas le meilleur, je suis peut-être pas la meilleure personne pour décrire ou vraiment documenter ça ou élaborer là-dessus. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que oui, il y a des zones qui sont plus propices à... Lorsqu'on les manipule, on sait d'emblée qu'on va s'attendre à un déficit peut-être temporaire. OK. Donc, sont beaucoup plus, des zones qui sont plus fragiles aux manipulations que d'autres. D'autres, on peut y aller plus, on y irait plus grossièrement, puis on s'attend pas à de déficit. Hein? C'est comme si c'était un lobe ou une zone qui est plus résiliente. Mm-hmm. Mais il y a des parties, écoute, moi quand quand j'ai commencé ma carrière il y a 10 ans, on parlait beaucoup je vais le dire en anglais, de no man's land. Hein? Donc, de zones non opératoires. On ne peut pas opérer. Trop risqué. Donc, l'équilibre, le risque-bénéfice, il était beaucoup trop débalancé. On ne prenait même pas la chance d'aller là. L'une de ces zones-là, c'est le tronc cérébral. Donc, si tu me demandais quelle est la zone peut-être la plus dangereuse dans le cerveau, le tronc cérébral, ça fait aucun doute que tout passe par là. C'est une zone hyper fragile et très vascularisée, etc., etc. On a tous les nerfs crâniens qui passent par là. Mais heureusement, c'est des choses qu'on peut monitorer. Donc, c'est des structures nerveuses, que ce soit sur le plan vasculaire,
que ce soit sur le plan mécanique, fonction nerveuse des nerfs, ce sont des structures qu'on peut monitorer. Nous, sur les 12 paires de nerfs crâniens, il y en a une seule qu'on ne peut pas monitorer et c'est le nerf olfactif, le premier nerf crânien. Pour quelle raison? Parce que c'est des petits pinceaux, hein, c'est des fibres qui transpercent le plancher nasal, puis c'est plein de petits filaments. C'est pas vraiment un nerf, ça veut dire? Non, c'est ça. Plus un tapis? C'est comme un tapis de petits filaments hein, qui vont détecter les odeurs. Puis, donc, il n'y a pas de façon de s'attacher à un seul de ces petits filaments-là ou de les regrouper puis de les monitorer. Donc, malheureusement, c'est pas. Il y a trop la cytoarchitecture dans laquelle elle est placée. Il est placé, ce nerf-là, fait en sorte qu'on n'a pas d'accessibilité au nerf pour le monitorer. Si je ne m'abuse, c'est ce petit tapis qui est attaqué par le virus de la COVID-19 puis qui amène ce qu'on appelle la perte d'odorat, donc l'anosmie. Donc, est-ce qu'on en a deux quand même ou c'est un seul? C'est une bonne question. Ben, c'est une paire de nerfs crâniens. Techniquement, il y aurait deux mais qui sont fusionnés aussi vraisemblablement. Oui, c'est ça. Puis quand tu parles du tronc cérébral, pour que les gens se situent, là, disons un peu... Le tronc cérébral, c'est donc derrière la tête, à la base du crâne. Donc, là où on perçoit un petit trou à l'arrière du crâne. Oui, ben tu sais, on a la fameuse bosse des mathématiques. OK, oui, il y en a qui l'ont d'autres. Oui, c'est la fameuse bosse des mathématiques. Ça s'appelle l'ignon, hein, dans le jargon neurologique. C'est l'ignon, cette bosse-là. On peut s'en servir pour prendre des mesures, justement, de la tête, hein. Puis calculer ou placer nos électrodes quand on fait un électroencéphalogramme ou des choses comme ça. Mais c'est ça. Fait que la base du crâne, c'est vraiment en bas de cette base des mathématiques-là, dans le début du cou, hein, où les tissus mous, tout juste en dessous, en fait, c'est derrière, ça se trouvait devant, antérieur au cervelet. Mm-hmm. Une autre structure, ça, qui est assez vulnérable, fragile aux manipulations, le cervelet. Le cervelet qui a des fonctions plus secondaires, donc de réseautage un peu. Alors que le tronc cérébral, ben, c'est des fonctions primaires. Hein? La respiration. C'est ça, des fonctions primaires. Puis, c'est le relais de beaucoup de structures nerveuses, que ce soit les fonctions motrices, sensitives, auditives, visuelles. Tout passe par là à un certain moment donné. Donc, c'est vraiment un centre de relais hautement défini, mais aussi très à risque. Peut-être qu'il y a des collègues médecins qui vont t'écouter, mais est-ce que ça arrive que tu en connaisses un petit peu plus ou est-ce que c'est normal qu'on s'attend à ce que tu en saches plus peut-être sur l'électrophysiologie du cerveau que le neurochirurgien que tu assistes en salle d'opération, sans diminuer la qualité de son travail ou est-ce que c'est comme un peu attendu ça que tes connaissances sont tellement pointues là, que le médecin va se référer à toi vraiment pour des petites particularités qui sont vraiment capitales même en même temps. Oui. Bien, notre travail est complémentaire. Okay. Hein? Je pense que lorsqu'on me fait venir en salle d'opération, c'est qu'on est à la recherche d'une certaine expertise qui va complémenter, mais qui va être un plus-value, hein? Qui va ajouter au travail du chirurgien, de l'anesthésiologiste. Donc, dans cette optique-là, on a chacun notre rôle à jouer. Chacun nos connaissances. Et soit dit en passant, je travaille beaucoup en neurochirurgie avec les neurochirurgiens, mais ils ont des connaissances absolument phénoménales. C'est des gens extrêmement brillants, intelligents. Mais le problème, quand on travaille en neurochirurgie puis en neuro-oncologie, c'est que, je donne l'exemple, lorsqu'on ouvre une boîte crânienne, Jean-Pierre, ça vient pas, les ondes du cerveau viennent pas avec des petits drapeaux, hein, et ils commencent pas à s'illuminer pour dire, ben moi, je suis le cortex moteur, c'est ça, tu sais, ça vient pas avec des petits points, puis suivez les points, ça va vous donner votre dessin, là, tu sais, c'est plus complexe que ça. Donc, on a beau avoir des marqueurs anatomiques qui nous guident un petit peu, je nous mets dans le contexte que c'est pas rare de voir des grosses tumeurs cérébrales, grosses comme un orange, dans une voûte fermée, qui est la boîte crânienne. Alors, imaginez-vous, là, l'espace que ça prend, puis la compression que ça va faire sur toutes les autres structures adjacentes. Mm-hmm. Alors, c'est là que j'entre en jeu. C'est là que mon rôle est important parce que, par l'entremise des modalités de mon petit coffre d'outils à moi,
par l'entremise des modalités électrophysiologiques que j'ai en ma possession, je vais être en mesure d'aider le chirurgien à déterminer, voici dans quelle zone on est. Bon, voici le cortex moteur. Voici le cortex moteur, non seulement le cortex moteur, mais celui de la main droite, où on est dans celui du visage droit. Donc, où ça, c'est les membres inférieurs. Tu sais, si on va là, là, on a les orteils, on a ci, on a ça. Donc, une chose qu'on fait régulièrement, parce que moi, je divise un peu mon travail en 2 parties. Là, je passe peut-être du coq à l'âne. Non, c'est parfait. Tu me ramènes si je m'échappe. Je t'écoute. Mais mon travail est divisé en 2 parties. On a un travail plus passif qui est celui de surveiller. Donc, on va faire de la surveillance neurologique ou du monitorage neurophysiologique par opératoire. Et là, c'est celui où on acquisitionne en temps réel et de façon continue les signaux bioélectriques via différentes modalités. Et on s'assure de toujours rester sur l'état de base qu'on a parlé tout à l'heure, qu'on acquisitionne en début de cas. On veut rester sur l'état de base du patient. Si on déroge de là, on a un problème. Là, il faut identifier c'est quoi le problème. Est-ce que c'est un problème qui est iatrogénique, qui est causé par la manipulation chirurgicale, ou est-ce que c'est un problème plus systémique, donc peut-être un agent anesthésiologique qui a été donné, etc., etc. Ça peut être aussi un problème technique qu'on va avoir enrayé, bien sûr, avant d'alerter le chirurgien qu'on est en zone d'anomalie ou en zone d'alerte. La deuxième partie de notre travail, essentiellement, là, c'est une partie beaucoup plus active. Donc, dans des cas, disons, de tumeurs cérébrales, tumeurs de la base du crâne, comme on disait tout à l'heure, le tronc cérébral, ça, c'est des cas qu'on va être pas mal plus impliqué. Donc, on va être... et là, je m'explique, puis je vais le mettre en contexte. Disons qu'on a justement une grosse tumeur cérébrale en plein cortex moteur, donc qui englobe ou envagine le cortex moteur. On sait que la moindre petite entrée ou approche vers la lésion, ça peut techniquement créer une paralysie. Donc, c'est là qu'on va utiliser une sonde de stimulation. C'est le chirurgien qui va la manipuler et nous, on va contrôler le côté électrique. Et donc, on va stimuler chacune de ces zones-là. Et là, il y a plusieurs modalités qu'on peut annexer à ça. On va faire évidemment du multimodalitaire, mais si je le résume là grossièrement, disons qu'on commence à stimuler, un peu comme Penfield faisait dans les années 1930, on va stimuler le cerveau via différents paramètres de stimulation précis. Et là, on va identifier, ça, c'est la main droite. On regarde la main droite bouge, par exemple. Oui, puis même nous, on va le voir de façon encore plus microscopique que ça. Donc, si on s'arrêtait juste à voir visuellement la main, on pourrait ne pas le voir parce que nous, on a ces fameux petits capteurs-là, les électrodes, les aiguilles qu'on place là, dans les muscles, par-dessus les nerfs, etc. Donc, nous, électrophysiologiquement parlant, on va le voir là, sur l'écran. On le sait que ça bouge. Donc, on sait qu'on a un circuit complet de la stimulation jusqu'à sa source neuromusculaire. Et donc, comme ça, on identifie les zones dites éloquentes, donc les zones fonctionnelles. Et là, on arrive souvent à trouver une petite zone à travers tout ça qui est non fonctionnelle. Donc, on a éliminé tout potentiel de zone éloquente dans cette zone-là. Et ça va devenir notre zone de corticotomie. C'est par là qu'on va passer pour accéder à la tumeur en préservant toutes les fonctions, autant vitales que motrices et autres, qui se trouvent autour. Donc ça, c'est une façon de faire. Et là, on accède à la tumeur, on commence à resecter la tumeur. Et là, qu'est-ce qu'il y a en sous-cortical? On a tous les axones. On a, dans le jargon, c'est la corona radiata. On a toutes les fibres, les faisceaux qui partent des motoneurones du cortex et qui vont descendre jusqu'au bout des orteils, là, pour certains neurones. Donc, ces faisceaux-là sont tout aussi importants. Ça, c'est la matière blanche chez les axones. Si on lèse les faisceaux, les axones, on n'est pas plus avancé. On a préservé le neurone, mais on a coupé le fil électrique entre les deux. On a l'interrupteur, puis on se trouve à couper le fil électrique entre les deux. La lumière n'allumera pas. Là. Donc, ça, c'est l'autre partie qui est très impliquant pour nous. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monitorer, on va mapper, cartographier en sous-cortical la distance qui nous sépare des fibres. Et là, on a des façons de faire ça. Fait que là, nous, on est en mesure de dire, docteur X, on est à 20 mm des fibres du membre inférieur gauche. OK, maintenant, on est à 3 mm des fibres du membre supérieur gauche. Et là, ça nous donne une marge
Et ça donne donc un indicatif pour le chirurgien, à savoir, je me rends jusqu'où, dépendamment des fois des pathologies, on veut y aller de façon plus supramaximale, parce qu'on sait que c'est ça le meilleur traitement pour le patient. Des fois, on va y aller de façon un petit peu plus conservatrice parce qu'on sait qu'il y a un autre traitement alternatif possible que celui chirurgical. Donc là, à partir de là, c'est pas ma décision, c'est évidemment celle du chirurgien. Père opératoire, le chirurgien peut arriver un petit peu dans un cul-de-sac puis dire là, on est coincé, là, on n'a pas de place où aller, sans créer ça peut aussi, un déficit moteur. Tout à fait. Ça peut être donc, aussi... On recule, puis comme tu dis, on envisage d'autres traitements. Ça, donc notre travail peut aider de deux façons. Peut aider à aller plus loin que ce que le chirurgien aurait initialement fait, ou son plan initial aurait été de s'arrêter après tant de pourcentage de résection. Évidemment, c'est subjectif. On n'a pas tout le temps une lecture en temps réel. Donc ça, c'est sûr que ça peut mettre un frein prématurément si on voit qu'on rencontre des structures, des zones éloquentes en cours de route. Mais la bonne nouvelle, c'est que le patient va se réveiller intact neurologiquement, n'aura pas soutenu de déficit neurologique. Et l'autre côté, c'est que parfois, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller vers des résections maximales, supramaximales, parce que justement, il n'y avait rien dans le chemin et que peut-être que juste visuellement, selon les textures du cerveau, ça se peut que ça l'aurait limité le chirurgien dans sa résection, dans son approche chirurgicale. Si on n'avait pas pu fournir cette guidance-là, fournir ce feedback-là au chirurgien tout au long de la résection. C'est fascinant. Ça, là, je te donne une anecdote. Cette partie-là de notre travail, j'étais avec mon vendeur automobile il n'y a pas longtemps, puis comme je disais tout à l'heure, je suis souvent appelé à essayer de vulgariser, d'expliquer mon travail à tout le monde. À monsieur, madame, tout le monde. Puis j'expliquais ça à mon vendeur automobile. Puis il dit Sébastien, t'es comme un GPS, mais pour le chirurgien. Tout à fait. J'ai trouvé ça drôle. J'ai dit t'as tout à fait raison. C'est une belle façon de le voir, de l'imaginer, provenant de quelqu'un qui, son domaine est l'automobile. C'est ça. On est un peu un guide, un GPS pour les chirurgiens qui naviguent à travers ces grosses lésions-là. Puis avec de l'anatomie qui n'est pas toujours standard, qui n'est pas toujours textbook, comme on dit en anglais. As-tu un rôle au niveau diagnostic? J'avais 2 questions qui me venaient en tête. J'avais peut-être la chirurgie de l'épilepsie, ou puis peut-être l'autre option que j'aimerais envisager, c'est les patients dans un coma profond. Oui, c'est une bonne question. Voir s'il y a quelque chose, un potentiel. Parce que j'avais entendu une émission où on parlait des patients dans un coma profond. Ils ont une activité cérébrale, peuvent entendre ce que l'on dit, puis on encourageait même les familles à continuer à parler à leurs proches qui sont dans un coma profond. Ça active le cerveau. Ouais. Le cerveau, c'est un organe qui est malléable, puis qui... Oui. Donc, c'est une très bonne question. Donc, le diagnostic, un peu, tout ça, là... Bon, évidemment, il y a des gens mieux placés que moi pour discuter de tout ça, de l'évaluation de mort cérébrale. Mais ça, c'est un des services qu'on offre, Jean-Pierre. C'est sûr qu'on est, je pense, ultra spécialisé en monitoring neurologique opératoire, mais l'un des services qu'on offre et que j'aimerais beaucoup développer pour le Québec, c'est... moi, ça, c'est des connaissances, c'est des compétences que j'ai acquises justement en fellow. C'est quelque chose qu'on faisait régulièrement, ces évaluations-là de mort cérébrale. Évidemment, c'est pas nous qui avons le dernier mot, on s'entend. On fournit, nous, un outil et le diagnostic final, c'est l'intensiviste, c'est le neurologue qui le prend. Mais au meilleur de mes connaissances, qu'est-ce qui se fait présentement ici au Québec? C'est qu'il y a une évaluation électroencéphalographique chez ces patients-là. Qu'est-ce qu'il n'a pas, c'est souvent les fameux potentiels évoqués. Ou des fois, c'est fait, mais un potentiel évoqué, disons, somesthésique. On va stimuler... C'est quoi un potentiel évoqué? Un potentiel évoqué, comme je disais plus tôt dans l'émission, c'est un potentiel d'action induit par stimulation électrique. Okay. En fait, il peut être induit de différentes façons. Nous, on le fait de façon électrique. C'est-à-dire qu'on va stimuler, dépolariser un nerf, un neurone, puis on va aller enregistrer la volée afférente ou la dépolarisation de cet axone. La réponse. La réponse, okay. Voilà. Donc,
ça, on peut le faire autant en salle d'opération qu'en clinique, ces potentiels-là. C'est un peu comme on fait des tunnels carpiens, l'évaluation des tunnels carpiens. On va faire une étude de conduction nerveuse. Ben, cette stimulation-là, techniquement, c'est un potentiel d'action. On dépolarise le nerf et on enregistre la réponse au niveau du muscle, ou vice-versa. Donc, et là, je ne suis pas tout à fait à jour avec les évaluations de mort cérébrale, mais je sais que ça se discute d'essayer de faire plus de potentiel évoqué. Mais ce qui est chose sûre, qui est bien documenté, c'est ce qu'on faisait quand j'étais aux États-Unis, c'était l'évaluation du tronc cérébral. Or, s'il n'y a plus d'activité électroencéphalographique, donc il n'y a plus d'activité cérébrale, mais qu'il y a encore de l'activité au niveau du tronc cérébral, ben, il y a une chance, si on veut, le pronostic d'émergence peut être encore bon. Par contre, si on n'a plus d'activité au niveau du tronc cérébral, ben encore là, le pronostic d'émergence est plutôt sombre. Donc, grossièrement, c'est ce qui est documenté dans la littérature. Et ça, ces potentiels-là au tronc cérébral, nous, on les fait. En fait, on les fait souvent. C'est régulier pour nous en salle d'opération. Et c'est une chose qu'on aimerait instaurer de plus en plus auprès des soins intensifs, des centres de trauma, ces choses-là. Donc, pour offrir un outil diagnostique beaucoup plus précis. Plus rapide, peut-être? Plus rapide aussi. Ben oui, parce que des fois, on attend longtemps. Je ne connais pas tout le processus. Hein. Je ne suis pas intensiviste, puis je ne patauge pas là-dedans. C'est pas ça mon quotidien, mais des fois, je sais qu'il y a des étapes. Hein. Il y a un 24 heures, un 48 heures, un 72 heures. On essaie de stimuler. Des fois, on peut donner des psychostimulants à ces patients-là. On essaie différentes façons de les réveiller. Mais si on avait déjà toute cette information-là sur leur état cérébral et sous-cortical, ben ça l'aiguillerait peut-être le plan de traitement. Ça l'aiguillerait peut-être le plan de match par la suite. Dans l'épilepsie, est-ce que tu as un rôle, soit dans le traitement chirurgical ou le diagnostic de l'épilepsie? Ou... Dans le diagnostic, non. Dans le traitement, oui, on peut être impliqué là-dedans, c'est-à-dire soit par, encore une fois, si on a à faire une lobectomie. Une chose qu'on a à faire souvent, c'est des lobectomies temporales. Donc, on enlève une partie du cerveau qui contient le fameux foyer épileptique. Donc, pour ce faire, et là, ces résections-là qu'on fait plus en bloc, hein, les lobectomies ou les hémilobectomies, ben, il y a d'autres structures à risque autour. Hein. Donc, notre rôle va être de sécuriser ou de monitorer ces autres structures-là autour pour s'assurer d'une résection complète, la résection que le chirurgien veut atteindre, mais sans évidemment causer d'autres dommages collatéraux. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire. Maintenant, il y a des robots, il y a des belles nouveautés, des belles avancées technologiques. Il y a ce qu'on appelle du stéréotaxique EEG. Alors, ça aussi, c'est une branche dans laquelle on peut être impliqué, faire les montages, faire préparer pour l'enregistrement de ces patients-là sur environ une semaine, 7 jours. Juste pour préciser pour nos auditeurs, stéréotaxique, ça impliquerait donc d'aller implanter une sonde dans le cerveau à travers la voûte crânienne. C'est ça. Là, le patient peut-être mènerait ses activités courantes en étant monitorisé. Tout à fait. Pendant plusieurs jours. L'équivalent pour le cœur, ce que les gens passent parfois un Holter. Oui. Donc, enregistre leur fréquence cardiaque. Toi, tu enregistres l'activité cérébrale en continu. Voilà. Voilà. Et ça se fait sur plusieurs jours via plusieurs électrodes qui sont implantées comme ça. Et ça donne donc de l'information quant au foyer épileptique ou à la localisation de ce foyer épileptique-là. Donc, ça permet non seulement d'éviter les complications de la chirurgie, mais de s'assurer du succès de l'intervention. D'enlever le bon foyer précis ou... Oui, bien en fait, on cherche à enrayer la pathologie qui est l'épilepsie. Mais je veux dire, sans le monitoring ou sans le diagnostic neurophysiologique, comment fait-on de la chirurgie de l'épilepsie? C'est impossible, j'imagine? Ou... Comment savoir quelle zone enlever? C'est ça ma question. Ben, c'est ça. Donc là, encore là, c'est loin d'être mon pain et mon beurre. C'est pas un neurochirurgien, mais ici pour expliquer tout ça, surtout un spécialiste de l'épilepsie, un épileptologue. Mais c'est sûr qu'un foyer épileptique, s'il est dans une zone fonctionnelle, par diagnostic différentiel, on peut en déduire que si jamais, je ne sais pas, les patients ont une paralysie du bras droit.
il est fort à parier que l'atteinte ou que le foyer épileptique est en zone contralatérale. Okay. Si on parle du bras droit, on va être au niveau du cerveau gauche. Mhm. Puis si on regarde l'homoncule de Penfield, on va être à peu près à mi-chemin entre l'oreille et notre fontanelle. Donc ça, c'est environ où se trouverait, disons, la zone de la main, tout juste collée à la zone du visage, la face. Donc c'est sûr que par déduction, encore là, ça va être un diagnostic différentiel. On peut établir pas mal de façon assez précise où se trouve le foyer épileptique. Mais si le foyer n'est pas si symptomatique que ça, donc s'il n'y a pas de symptômes cliniques ou ne produit pas tant de symptômes cliniques en dehors de juste les crises, et ça peut être très débilitant. Ça, en soi, ça peut être une raison de procéder avec la chirurgie, parce que si un jeune enfant ou un patient fait 50 crises épileptiques par jour, il n'y a rien de plaisant là-dedans. Donc, on n'a pas de qualité de vie. Donc, ça, en soi, ça peut être un argument pour procéder à la chirurgie. Mais si le patient, en dehors de juste faire des crises épileptiques, ne démontre pas d'autres symptômes neurologiques, ne reste pas avec un déficit temporaire du membre supérieur droit, par exemple, mais là, c'est dur, ça nous aiguille moins un peu. C'est là que, pour être capable d'identifier précisément le foyer épileptique, il y a des techniques qui existent, dont celle de l'implantation de ces électrodes-là profondes, que ce soit par chirurgie conventionnelle ou par stéréotaxie. Et voilà. Et là, c'est sûr que ça implique un branchement, ça implique une manipulation électrophysiologique. Fait que ça, c'est des choses aussi qu'on peut... en préopératoire qu'on peut faire. As-tu un plus beau souvenir dans ta carrière ou un cas? C'est sûr que les règles de confidentialité l'imposent, mais est-ce qu'il y a un cas en tête ou... un cas... ou c'est un ensemble de souvenirs? Ou... c'est sûr que sur les cas, notre premier cas, je pense que c'est toujours le plus marquant. Okay. Puis pour moi, c'était pas celui dans lequel j'avais pu être le plus significatif. Malheureusement, c'est un patient qu'on n'a pas eu le choix de tout enlever par la force. C'était un cas de vie ou de mort. Puis, donc, c'est sûr que celui-là, il est marquant. Mais je dirais que le plus beau souvenir dans ma carrière, c'est pas tant sur le plan clinique, mais plus sur le plan académique. Moi, j'ai pris la décision, j'ai commencé ma carrière en 2012, mais et c'est pas une profession qui est réglementée au Canada, qui est réglementée ou qui a un ordre professionnel au Canada, ou encore même une association. C'est difficile de la garder active, surtout depuis la pandémie. Mais moi, j'ai pris la décision d'aller chercher ma certification américaine de l'ordre américain, qui est l'American Board of Neurophysiologic Monitoring. Puis, mes motivations étaient très, très personnelles. Je n'allais pas avoir un plus gros salaire ou des meilleures conditions avec ça. C'était, je pense que je cherchais à aller chercher une crédibilité dans mon travail. Justement, quand on occupe un rôle comme ça qui est très marginal, c'est facile de passer pour un imposteur ou quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Donc, c'est difficile de démontrer de la crédibilité dans notre travail. Alors, moi, j'ai pris la décision de m'embarquer dans ce processus-là, qui n'était pas un processus banal. C'est un processus de 3 ans. Ça prend 3 ans de pratique établie. Ça prend minimum 300 cas monitorés solo dans différentes spécialités, que ce soit en neurochirurgie, en orthopédie, en vasculaire, donc les carotides, en fonctionnel, DBS, etc. Donc, DBS, c'est les fameuses électrodes de stimulation profonde pour le traitement de Parkinson, traitement de tremblements essentiels. Bref, ça prend 3 ans de pratique, 300 cas monitorés avant d'être éligible aux examens écrits et oraux. Et je te parle de ça parce que tantôt, tu me parlais de mon choix de carrière, puis quand est-ce que ça s'est concrétisé et tout ça, mais longue histoire courte, j'ai été éligible pour les examens à partir de 2016. Janvier 2016, j'ai fait l'examen écrit que j'ai passé. Et là, j'étais éligible aux examens oraux pour la session suivante qui était en mai 2016. Et j'ai réussi les examens oraux. Pourquoi je parle de tout ça, là? Parce que c'est pas un examen facile à passer. Cette année-là, on était 15 candidats. Il y en a eu seulement 4 qui ont passé l'examen.
Et j'étais le seul à l'avoir passé du premier coup. OK, Donc, quand même. on a le droit à 3 échecs, là, comme la majorité des boards médicaux, mais puis je pense que mon meilleur souvenir, c'est quand j'étais de retour, ça s'est fait à Chicago, j'étais de retour dans l'avion, puis mon téléphone a sonné. Ce qui n'était pas coutume, mais le téléphone a sonné, puis c'était le président, le chairman du board qui m'appelait directement et personnellement pour me dire que j'avais réussi les examens. Quand même. Puis que le board avait été, le panel d'experts avait été particulièrement impressionné. Alors, je retiens ça comme un... Puis écoute, on ne le dira pas à personne, juste entre toi et moi, là, mais à ce moment-là, j'ai versé une larme. Je pense que là, il y a beaucoup d'émotions qui venaient de tomber. C'était un gros travail d'études et c'est une barre personnelle que je m'étais fixée. Mais je pense que j'ai surtout eu la confirmation à ce moment-là que j'étais à ma place, puis que je faisais le travail que j'aimais, puis que l'avenir saura nous le dire, mais que je pense que j'avais de quoi apporter dans ce domaine-là. Fait que ça, c'était, je pense, mon plus beau souvenir, puis ça l'a lancé le reste de ma carrière. C'est ce qui a lancé là, un rempart et la pratique et tout ce qui a suivi. Ouais. As-tu une devise? Je pense que j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. J'en ai appris de mes mentors. J'en ai appris une qui me motive. Je vais la dire en anglais, c'est Passion breeds success. Ou encore, la passion engendre le succès. Je pense que si on n'est pas motivé dans notre travail, qu'on n'a pas la passion, c'est difficile, ça se voit. Puis, encore là, je pense que ça concrétise ce que je disais tout à l'heure. Je pense que je suis à ma place, puis je retournerai ces bancs d'école que je referai la même affaire. Ça serait pour en revenir dans ce même siège-là. C'est ce qui me motive à tous les jours. Une autre devise, c'est, je vais la dire encore en anglais, c'est « hard work pays off », où on récolte le fruit de nos efforts. Je pense que ça, c'est pas toujours facile. On sait pas toujours où est-ce qu'on s'en va. On fait des longues études, parfois, je parle pour moi, puis on sait pas à quoi ça va déboucher. Mais faut juste continuer à se lever le matin. Puis des fois, il y a quoi qui arrive de ça. Hein? Ça me fait penser, j'ai reçu récemment avec beaucoup d'émotion la fille du grand Mike Bossy. Oui. Puis elle disait que l'échec, c'est de ne pas essayer. C'est vrai. Puis ça rejoint un peu ce que tu dis. Puis moi, j'ai une devise personnelle que je vais te soumettre, puis je t'écoute, puis je me dis, ça s'applique tellement à ton travail. Puis je le dis parfois à mes résidents en chirurgie, mais ça s'applique, il me semble, encore plus en neurochirurgie. C'est qu'il ne faut jamais que le traitement soit pire que la maladie. C'est vrai. Puis je trouve que ça s'applique beaucoup au secteur de la neurochirurgie. Absolument. Donc, faut pas que le patient se réveille finalement traité de sa maladie, mais invalide ou tout à fait avec une qualité de vie épouvantable. Ouais. Donc, écoute, je te passe ma devise. Ben, il ne faut pas que le traitement soit pire que la maladie. Je l'enregistre, j'en prends bonne note. C'est quoi la santé pour Sébastien Fournier? Ou avais-tu une autre devise? J'en ai peut-être une dernière. Je t'écoute. On n'est pas beaucoup à faire ça comme travail. Moi, je parle encore là, je ramène ça à moi, évidemment, mais je suis le seul neurophysiologiste au Québec. On est à peu près une dizaine au Canada. Puis je pense qu'il faut, si on veut bien vendre notre produit, notre service, il faut prêcher par l'exemple. Alors, il faut que les bottines suivent les babines, comme on dit. Tu comprends? Donc, je pense que c'est une chose de parler de tout ça, mais le réel test, c'est celui qu'on fait en salle d'opération lorsqu'on montre réellement ce qu'on sait faire, puis comment on peut aider le cours, la trajectoire de soins, le cours de la chirurgie. Voilà. C'est quoi la santé pour Sébastien Fournier qui travaille avec le cerveau des gens? Je suis curieux de savoir si ça module, disons, la vision que tu pourrais avoir de ce que c'est être en santé. Bien, c'est quoi pour moi être en santé, là, c'est d'atteindre un équilibre. C'est d'essayer d'éviter de tomber dans les extrêmes. Donc, dans notre travail, en médical, partout, c'est facile d'être un peu workaholic, là, d'être exigeant envers nous-mêmes, de travailler beaucoup. Ça, moi, j'essaie de me limiter. Tu sais, vois-tu, j'essaie de passer plus de temps avec la famille. J'essaie de travailler sur cet équilibre-là, cette balance-là de travail-famille. Ensuite de ça s'applique à plein d'autres choses. Ça s'applique à la cuisine. Hein? On aime bien manger, on aime bien boire. Ben encore là, de tomber dans les excès, c'est ce qui nous amène des fois un petit peu au bord du gouffre et du précipice. Puis,
Ça peut être la même chose dans l'exercice physique. On peut être intense, puis ne pas en faire des fois, ou trop en faire. C'est comme trop en faire. Ne pas en faire. Hein? On surmène le corps. Puis, donc, je pense que c'est ça pour moi, la santé. C'est l'équilibre. L'équilibre. Oui. C'est bien. Puis c'est pas facile, parce que des fois, parfois, on se fait amener dans le vice. Je te dirais que le domaine des sciences médicales, le paradoxe, peut-être à certains égards, c'est que le niveau de satisfaction qu'on peut en retirer au niveau professionnel est souvent directement proportionnel à l'investissement personnel qu'on y met. Oui. Et donc, c'est comme si on s'investit peu, on a moins de satisfaction, puis parfois, moins de satisfaction amène finalement, à certains égards, perte de motivation. Ouais. Ça peut à la limite amener de l'épuisement professionnel, mais pas parce qu'on travaille trop, mais parce qu'on se désintéresse. C'est particulier. Oui, non, c'est particulier, je dois dire. Tout à fait vrai. Et donc, ça fera l'objet d'un prochain balado. Tu connais la formule du balado, j'aime ça atterrir ça peut-être un petit peu plus mollo. Donc, si je te donnais une baguette magique, on est face à face aujourd'hui, c'est bien, là, ça rend, je te laisserais changer une chose dans le système de santé par magie. Ouais. En 2023. Ah, c'est une bonne question. C'est sûr, Jean-Pierre, si je prêchais pour ma paroisse, je te dirais plus de financement pour les technologies innovantes, pour des technologies comme la mienne. Parce qu'on est des technologies, on ne se cachera pas, qui passent sous le radar. Hein, on n'est pas assez méconnu. Pourtant, il y a un si grand retour sur l'investissement qui est immense. Je sais qu'on est à la fin de l'entrevue, mais tu sais, aux États-Unis, c'est réglementé, hein, c'est payé. Hein, qu'on ait une assurance privée ou pas, ce service-là est remboursé par le gouvernement parce qu'il sait que le petit coût immédiat à devoir payer pour ce service-là, les redevances par la bande sont immenses, sont énormes. Ben, pas juste au niveau financier, au niveau juste qualité social, qualité de vie. Ben oui, c'est ça, exactement. Mais plus d'argent. Plus d'argent, mais écoute, ça ne sera pas ça, ma baguette magique, parce que je sais que juste plus d'argent, ça va juste pelleter le problème par en avant. Okay. Tu comprends? Moi, je pense que ce qu'on a besoin d'avoir pour notre système, je le dis humblement, mais je suis loin d'être la bonne personne pour mettre mon poing sur la table puis faire des revendications, mais on a un système qui est trop politisé. Il faut le dépolitiser, l'apolitiser. Il faudra en faire un système, il faudra en faire une société d'État, comme Hydro-Québec, la SAC. Une gouvernance qui ne va pas changer de virage à tous les changements de gouvernement. Donc, je pense que du moment qu'on aurait ça, qu'on aurait une gestion, je pense, une structure stable, je pense que le visage d'un patient changerait. Le patient serait plus vu comme une dépense, mais deviendrait une source de revenus. Un investissement, peut-être. Un investissement. Donc, je pense qu'à ce moment-là, c'est là qu'on aurait une meilleure accessibilité aux soins puis aux traitements. Mais bon, le système n'est pas imparfait, il n'est pas parfait non plus, mais ça serait ma baguette magique. Tu n'es pas le premier à proposer ça, donc je vais ramasser toutes les personnes qui l'ont dit, puis on va envoyer ça au gouvernement. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, j'ai comme une idée, j'ai hâte de voir, mais une personne dans le monde vivante ou décédée. Ben, c'est pas facile tes questions, Jean-Pierre. tu nous limites. Tantôt, j'ai évoqué, je dirais, je vais séparer ça, si tu me permets, en deux volets, scientifique et médical. Sur le plan purement médical, j'ai évoqué tantôt Wilder Penfield. C'est ça que je pense. Je pense que, tu sais, de m'asseoir avec, de voir ses techniques, d'échanger avec lui, ça serait, écoute, ça serait extraordinaire de comprendre les origines de mon travail, hein. Mais au-delà de ça, il y a un autre personnage, je pense que je retiendrai un scientifique pur, c'est Albert Einstein. Pourquoi je choisis lui? Parce que c'est un homme qui est extrêmement brillant, intelligent, on ne se le cache pas. Et il a vécu avec ses idéologies ou ses connaissances en marge du reste du peuple. Hein? Et je veux dire, il y avait probablement beaucoup de difficultés à expliquer ses pensées ou ses théories. C'était parfois beaucoup plus tard, avant qu'on comprenne le fond de sa pensée. Et je me vois un petit peu en lui, en étant seul dans mon travail, de devoir souvent expliquer, convaincre des bienfaits de ce travail-là. Donc,
je pense que d'avoir son état d'âme, puis de comprendre sa vision, sa façon de faire, je prendrais pas un verre avec lui, je pense qu'il prenait pas d'alcool, mais un thé noir. Je pense que c'était son breuvage. Mais oui, j'aimerais ça m'entretenir. La particularité ou ce qui est fascinant avec cet homme-là, c'est que de son vivant, c'était une vedette. Ouais. Il donnait des conférences à des gens qui comprenaient pas peu de choses dont il parlait. Exact. Donc, c'est incroyable. Je pense que c'est ça qui me fascine. Comment il en est arrivé à ça, à attirer les foules. Mais c'est comme un cirque. C'était une rockstar, littéralement, à une certaine époque, Einstein. Et... Sans aucun doute. Mais il y avait, c'est ça, je pense, des connaissances absolument extraordinaires. Puis l'un des plus brillants hommes à avoir marché sur la Terre. Donc, je suis fan. Deux bons choix. As-tu une cause qui te tient à cœur, une fondation que tu aimerais nous présenter? J'en retiens une, oui. En fait, c'est sûr que le travail avec les enfants, en général, je pense que c'est là qu'on... En tout cas, je parle pour moi, mais que je vois que mon travail prend tout son sens. Hein, parce qu'on a de jeunes patients. On essaye de les guérir. On travaille fort à leur... parfois, on leur enlever une tumeur. Puis, c'est très impliquant de travailler avec les enfants en pédiatrie, plus qu'avec en adulte. Hein. En adulte, on traite le patient, on gère un seul patient, mais en pédiatrie, on a à traiter avec toute la famille. Hein. Donc, c'est très impliquant. La cause que je choisis, ce serait la fondation du CHU Sainte-Justine. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils font un travail absolument extraordinaire. C'est un de nos grands centres pédiatriques au Québec. C'est aussi un centre avec lequel je suis étroitement impliqué. C'est l'un des premiers centres, en fait, c'est le premier centre à avoir donné Rempart sa première chance au Québec. Okay. C'est avec le CHU Sainte-Justine. Et je connais, entre autres, deux neurochirurgiens extrêmement dédiés pour la cause, Dr Alexander Ruvel et Dr Dominique Venn, qui sont des collègues à moi, puis on collabore, on travaille souvent ensemble. Juste pour tout ça, parce que j'ai un peu un accès privilégié à l'arrière-scène de ce qui se fait à Sainte-Justine. Ça va être ma cause aujourd'hui. Fantastique. Ouais. Une dernière pensée, je te laisse le mot de la fin. Je pense que le mot de la fin, Jean-Pierre, je vais faire un clin d'œil à ma mère. Okay. Ma mère Lucie, qui, depuis que je suis tout petit, m'a toujours dit, on sait bien, Sébastien, toi, t'es un grand rêveur. Hein? Puis je sais qu'elle faisait... souvent, nos parents veulent nous protéger, hein? Puis ils veulent pas qu'on prenne des directions, puis qu'on prenne des décisions sur des projets qu'on va se planter, qu'on va échouer. C'est normal, c'est instinctif, c'est naturel. Ça fait un petit bout de temps que ma mère m'a pas dit ça. Peut-être parce que j'en ai concrétisé plusieurs de ces projets-là. Alors, je pense que mon mot de la fin, ça serait ça. Peu importe le choix de carrière, que ce soit dans le médical ou autre, allez au fond de vos projets, allez au fond de vos rêves. Puis si c'est un choix de carrière qui n'existe pas, ben faites comme moi, créez-le, inventez-le, votre profession, créez-la, inspirez-vous, puis allez au fond de vos rêves. Tiens. Alors l'échec, c'est de ne pas essayer. L'échec, c'est de ne pas essayer, et l'échec, c'est une autre corde à notre arc. C'est juste une expérience. C'est pas la fin. Hein? C'est pas la fin, l'échec. Ce n'est que de passage. Et c'est ça. Sébastien, merci. Jean-Pierre, tout plaisir était pour moi. Au plaisir d'une prochaine rencontre. Certainement. Bye. Bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.